Bonjour à tous. Nous allons reprendre donc le cours de ce colloque avec une session autour du thème Jules Adler, un artiste juif sous la Troisième République. Et vous allez donc entendre deux communications. Pardon? On m'entend pas? Bon, là on m'entend bien? Peut-être le rapprocher. Voilà. Donc je vais commencer par présenter donc mon collègue et ami Dominique Jarassé, qui est donc professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui est un grand habitué j'ai dit histoire de l'art. J'ai pas dit. J'ai fait un lapsus. Histoire contemporaine. Excusez-moi pour ce lapsus qui n'était pas révélateur. En tout cas, j'espère qu'il peut arriver. C'est l'émotion, on va dire. Voilà. Donc, bien, professeur d'histoire de l'art à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui est un grand spécialiste d'histoire juive. Alors, il est lorrain d'origine et il a d'ailleurs fait ses études à Nancy, puis une thèse à Paris 4 sur l'architecture des thermales en France, entre 1800 et 1850. Et donc, ces travaux ont pas mal concerné donc l'histoire de l'architecture du 19e siècle et du début du XXe siècle, notamment les synagogues et l'art juif. Et il est notamment connu donc pour l'exposition qui avait eu lieu donc au musée d'Orsay autour de l'âge d'or des synagogues, qui était vraiment une première à l'époque. Et il a continué donc dans cette voie puisqu'il a écrit d'autres livres, très nombreux livres sur l'art des synagogues, donc une histoire des synagogues françaises entre Occident et Orient. Et puis, bien sûr, ce livre que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Existe-t-il un art juif? Il a aussi beaucoup travaillé sur la Tunisie avec son épouse, donc Colette Bismuth Jarassé, avec la parution donc, de ce magnifique ouvrage Synagogue de Tunisie en 2010. Et il est par ailleurs éditeur et il s'intéresse aussi donc à l'historiographie dans le domaine des relations entre l'histoire de l'art et l'anthropologie sous l'angle donc de l'ethnicisation de l'art et à la fois dans le contexte donc excusez-moi, donc sous l'angle de l'ethnicisation et sous l'angle aussi dans le contexte colonial, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu je vois rien en fait pour tout vous dire, je suis complètement éblouie donc je ne peux pas lire mes notes. Voilà, donc je lui laisse la parole pour une demi-heure. Merci. Et donc je précise que comme ce matin, on répondra aux questions à l'issue donc des deux interventions. Merci. Est-ce que le micro fonctionne? Là, vous m'entendez? Donc, merci. Donc, il me revient peut-être d'aborder une question centrale qui peut-être justifie la présence de l'exposition Adler au musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisque bien sûr, vous avez commencé à vous en apercevoir à travers ce qui a été présenté ce matin, il n'y a quasiment pas de thème juif explicite dans l'œuvre de Jules Adler. Donc, il convient de s'interroger. Alors, le point de vue que je voudrais développer, car j'ai été amené à faire une petite... Je ne considère pas que c'est un article, mais une note, disons, dans le catalogue. Mais sur ce point, qui était tout de même, à mes yeux, fondamental, de ne pas l'oublier dès la première exposition, de sa judéité. Et le point d'interrogation que vous avez dans mon titre n'est évidemment pas une mise en question de la judéité de Jules Adler. Ça ne pose aucun problème. C'est une évidence. Il l'a vécu, ses parents sont juifs. Enfin bon, je ne m'occupe pas de cette dimension-là. Mais lorsqu'on dit un peintre juif, un artiste juif, et ce sera surtout sur la notion d'artiste juif que je voudrais vous proposer une réflexion à partir d'Adler, mais aussi en contextualisant Jules Adler par rapport à d'autres artistes et à un moment absolument crucial de l'histoire de l'art juif qui se situe dans des années cruciales aussi d'Adler, qui sont les années 1905-1906. À ce moment-là, il se passe beaucoup de choses dans le monde juif autour de l'art, en particulier sous l'impulsion du sionisme. Et là, on voit bien comment, d'une certaine manière, la notion d'artiste juif émerge sans que ce soit si simple comme défi. Donc, je me propose, dans un premier temps, de vous donner peut-être non pas un panorama, ça va être évident, mais quelques réflexions autour de l'identité des artistes juifs, avec peut-être des nuances. J'ai essayé non pas d'établir une typologie, ce qui serait totalement monstrueux, ni des catégories, parce que justement,
nous allons être confrontés à une catégorisation de cet artiste. On l'a dit dès ce matin, et on a même employé ce matin cette terrible formule. Il a été rattrapé par son judaïsme. Vous savez, quand on fait les listes, les nazis ou la police de Vichy raflent les gens, ils sont rattrapés par leur judaïsme. Ça voudrait dire en quelque sorte qu'ils l'ont un peu oublié, et puis ils sont rattrapés. C'est une formule qui mériterait peut-être, je crois, d'être étudiée, nuancée, et ne pas l'employer peut-être trop facilement comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'a pas traité de thème juif, il semble bien qu'il y ait chez lui tout de même une sensibilité à des causes juives, à une expérience personnelle et une expérience collective juive. Pour autant, il n'en a pas fait. Monsieur Salmona ce matin faisait allusion à l'exposition Édouard Moïse. Évidemment, là, nous étions dans le cas presque inverse. Et Édouard Moïse, je le mettrais justement dans la première, je dirais peut-être, notion, dans une perspective que l'on pourrait qualifier d'art israélite. Vous savez qu'on emploie le mot israélite pour désigner des gens qui sont des citoyens à part entière d'un pays, mais qui sont de confession israélite. La confessionnalisation, telle qu'elle s'est produite depuis l'émancipation en France, telle qu'elle se produit dans toute l'Europe. Et ça, c'est très intéressant parce que des artistes, donc juifs, et quand je dirais artistes juifs, c'est en général, tout à l'heure, je mettrai des guillemets, parce que je le prendrai dans un sens très précis, dans le sens qui a été élaboré par la pensée sioniste. Mais pour l'instant, quand je dirais artistes juifs, ce sont des gens qui sont nés, comme Édouard Moïse, de famille juive à Nancy, comme Jules Adler à Luxeuil, et ainsi de suite. Et donc, la notion d'art israélite me semble peut-être utilisable pour désigner le fait que des artistes qui s'intègrent totalement dans la culture française, qui vont, comme Jules Adler, faire une carrière académique, qui vont donc traiter d'une peinture, à cette époque, pas du tout d'avant-garde. Adler n'est pas d'avant-garde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, mais qui sont soucieux d'affirmer cette identité juive, cette identité israélite. Alors, j'ai pris deux exemples, parce que c'est des exemples canoniques, vous savez, vous trouverez ça dans tous les livres sur l'art juif. Un exemple qui est illustré par Maurice Oppenheim, qui est un des premiers peintres allemands à avoir traité de nombreux thèmes juifs. Donc, vous voyez, dans les années 1830, 1840, il était très très proche des Rothschild, ce qui lui a permis aussi, bien évidemment, de développer ces thématiques grâce au mécénat Rothschild. L'autre œuvre que j'ai choisie est plus complexe parce qu'elle émane donc d'un peintre polonais, Maurice Gottlieb, qui se représente. C'est un autoportrait en Ahasverus, vous savez que c'est un des noms du juif errant. Et là, nous touchons à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, mais qui se traduit picturalement par une peinture tout à fait de qualité, mais qui n'est pas d'avant-garde en 1876, bien évidemment, mais qui nous raconte quelque chose sur l'identité de l'artiste et sur sa manière de concevoir sa position d'artiste juif. On prend le recul de l'Ancien Testament, en particulier. Les peintres juifs vont souvent aller puiser des sujets dans l'Ancien Testament, mais aussi parfois pour nous parler du présent. Quand on représente les Juifs sur les bords du fleuve de Babylone, il est bien question d'exil, mais pas seulement de l'exil de Babylone, bien évidemment, mais aussi de la situation des Juifs, par exemple en Allemagne, en 1840, qui sont encore tout juste en train de conquérir des droits. Donc voilà, il me semble, israélite désignerait, si vous voulez, ou essaierait de qualifier une démarche où l'identité n'est pas cachée, bien au contraire. Moïse, l'autre grand artiste israélite français, Moïse, est l'exemple même de quelqu'un qui a le courage, qui a le projet d'exposer quasiment chaque année un tableau sur un thème juif au salon. C'est pas n'importe où, au salon, c'est-à-dire de faire connaître le judaïsme. Mais un judaïsme vivant, un judaïsme qui existe encore, parce que vous savez bien que très souvent, le judaïsme qu'on rencontre dans les salons ou dans les musées, c'est le judaïsme de l'Ancien Testament. C'est un judaïsme mort, c'est un judaïsme de l'histoire ancienne. Tandis que là, il représente, il est allé en Algérie, une scène d'école en Algérie, un oratoire où il mélange sciemment des éléments venant du monde ashkénaze, du monde séfarade. Enfin, il y a une sorte de synthèse quasiment qui est construite. Et puis, ce grand tableau qui est à Nancy, qui représente donc une leçon de Talmud. Ce sont des tableaux qu'il présente au salon. Et il est en quelque sorte un illustrateur, un défenseur et illustrateur du judaïsme, de l'identité juive dans le cadre de la peinture française du XIXe siècle.
alors vous allez me dire, quelle différence vous allez faire après avec juifs et israélites? La même différence que l'on pourra saisir lorsque les enjeux identitaires seront un peu différents. J'aimerais dire encore un mot sur la peinture israélite, car c'est aussi un projet pour illustrer la capacité d'intégration des Juifs dans les différents pays, mais là en l'occurrence on va parler de la France, et les leaders juifs, et en particulier des journalistes qui commentent le salon, par exemple, vont au salon et essayent de repérer tous les peintres juifs qui exposent comme démonstration de l'intégration, de la réussite, de la participation à la culture française. Processus qu'on connaît bien, hein, évidemment, quand une minorité éprouve le besoin, en quelque sorte, de montrer qu'elle sert à quelque chose, qu'elle est utile, qu'elle apporte quelque chose. Et là, ce texte de journaliste est assez savoureux, parce qu'il voudrait voir les artistes juifs traiter des thèmes juifs. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre toute la citation, car je n'ai pas assez de temps, mais il en veut aux artistes qui, dit-il, donc, ont cette persistance entêtée de la part de nos artistes. C'est très significatif. Nous sommes dans la revue Archives israélites. Nos artistes à laisser dédaigneusement de côté les scènes bibliques, talmudiques et juives pour se ruer sur des sujets païens ou chrétiens, des milliers de fois rebattus, ne peut s'expliquer, nous l'avons souvent dit et nous ne cesserons de le répéter, que par une ignorance totale de la Bible et des monuments du judaïsme. Et cette ignorance qui n'est pas spéciale aux Israélites artistes, mais où croupissent la plupart de nos coreligionnaires, des arts, des sciences et des lettres, et qui les rend si indifférents aux intérêts du judaïsme et qu'il importe de faire disparaître. Quand un juif aura uni à ses connaissances profanes, la culture littéraire et historique juive, quand il aura emmagasiné dans son esprit les faits et les pensées qui constituent notre passé et notre domaine moral et religieux, quand il en aura imprégné, nourri son imagination, Israël comptera un plus grand nombre de fils respectueux. Je coupe la citation, vous l'avez si vous voulez poursuivre, mais ce qui m'intéresse évidemment, c'est que dans cette liste, dans cet article, si vous voulez, après cette longue diatribe contre les artistes qui ne font pas des thèmes juifs, il y a tous les artistes juifs du salon, donc de 1901, par ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique favorise évidemment Adler, puisque qu'est-ce qui arrive? Le premier, peinture, c'est par section, Adler, Jules, Retour du pardon, Bretagne et l'Aube. Et je vous montre le retour du pardon. Voilà ce qu'exposait donc Jules Adler, à part les mineurs, les thèmes sur le travail et tout, alors une thématique évidemment, en l'occurrence en plus, liée à un pèlerinage donc chrétien. Donc vous voyez bien la complexité de cette notion d'art israélite et je dirais d'une certaine manière, elle paraît insuffisante à ce commentateur des archives israélites, mais elle va quand même paraître encore plus insuffisante au milieu sioniste. Car, ne l'oubliez pas, dès la fin du XIXe siècle, et surtout à partir de 1905, se met en place une pensée sioniste d'un sionisme culturel. C'est-à-dire qui pense qu'il s'agit la question de la terre, la question de racheter les terres, tout ça très bien, mais, et ça c'est Martin Buber, le maître, si vous voulez, à penser de ce courant, qui est de dire il faut aussi que nous constituions une culture juive, profondément juive, et pas une culture trop mélangée des différents pays, il faut retrouver en quelque sorte. Et là, il a une réflexion très très intéressante qui est de dire, pour l'instant, il n'y a pas d'art juif. Vous avez compris, je suis toujours sur ma thématique de la réflexion sur l'art juif. Il dit, pour l'instant, il n'y a pas d'art juif. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de terre. Je me permets de rappeler qu'au même moment, Maurice Barrès dit des choses à peu près équivalentes, c'est-à-dire que la culture sort de la terre, la culture intellectuelle sort des morts, de la terre, ainsi de suite. Il est intéressant de voir que dans le sionisme, la question de la terre est aussi centrale, et il dit, nous n'avons pas d'art juif, mais nous avons des artistes juifs. C'est-à-dire des artistes d'origine juive ou de culture juive, des artistes juifs pratiquants, des artistes juifs non pratiquants, mais ils sont juifs. Et donc ce distinguo est très intéressant parce qu'il lance du coup la notion d'artiste juif qui va être reprise dans les milieux sionistes avec, si vous voulez, cette notion donc il faut un art national. Vous avez bien compris que ça débouche tout de suite sur la création de l'école Betzalel à Jérusalem.
avec Boris Schatz. Ça découle également dans la création d'une revue qui s'appelle Ost und West, dont je vous ai montré un exemple, avec le premier article programmatique de Martin Buber, Renaissance juive, car cette renaissance juive ne viendra pas seulement du travail de la terre et de l'engagement politique, elle viendra aussi de la culture. Et dans cette culture, on ne va pas du tout négliger l'art. Ost und West fait quasiment, dans presque chaque numéro, une monographie d'artistes. Je vais vous en montrer. Alors, Martin Buber défend cette cause ardemment à travers plusieurs livres, et entre autres, il publie un recueil d'articles sous le titre Artiste juif, Jüdische Künstler, artiste juif. Vous voyez bien, pas art juif, même si le mot est déjà apparu précédemment. Mais pour l'instant, on ne parle jamais que d'artistes juifs. Et vous avez un échantillon des artistes juifs qui sont traités dans ce recueil, publié donc sous la houlette de Martin Buber, qui a lui-même écrit sur l'Esser Uri, un des artistes qui adhère au sionisme dans cette période et qui pourtant est d'abord et surtout un artiste de scène biblique. Ces Moïse sont très, très célèbres. Donc vous voyez le contexte. Ce que je voudrais vous montrer, voilà par exemple des peintures de l'Esser Uri, donc, qui sont exaltées par Martin Buber et par tout le milieu donc, sioniste autour de cette revue Ost und West, car au congrès de 1905, il y a eu aussi une exposition défendant en quelque sorte l'existence alors d'un futur art juif, mais en tout cas d'artistes juifs et surtout d'artistes juifs qui désormais commencent à être engagés. Boris Schatz, artiste qui est né, donc, qui a même une certaine carrière en Bulgarie, va partir en Israël pour fonder l'école Betzalel. Ce n'est pas un nom neutre non plus de l'appeler évidemment Betzalel. Pourquoi ? Parce qu'il faut combattre le préjugé comme quoi les Juifs n'ont pas d'art, les Juifs n'ont jamais été capables d'art, que ce ne sont que des copieurs, des imitateurs, voire Wagner et toute la clique. Donc évidemment, mais de dire il y a des forces créatives dans le judaïsme qui peuvent se traduire à travers l'art et la culture. Alors, voici un exemple des œuvres que peut réaliser Boris Schatz, un Mattathias, vous comprenez bien, qui lève, je dirais presque l'étendard de la révolte, et puis une représentation bien sûr du maître à penser de tout ce monde, de Theodor Herzl, et de l'école Betzalel, qui porte donc le nom de cet artisan cité par Dieu dans la Bible, et qui donc, je dirais, donne une légitimité à la pratique de l'art dans le cadre juif. Alors, ici, vous n'aurez pas le temps de tout lire, mais je l'ai mis en rouge pour que vous le repériez. Dans la liste des articles publiés par Ost und West, vous voyez le nombre d'artistes qui sont traités. Beaucoup d'artistes russes, beaucoup d'artistes d'Europe centrale, quelques artistes français, et évidemment, je ne peux pas résister au plaisir de vous signaler Camille Pissarro, car là aussi, artiste juif sans problème, mais fait-il de l'art juif pour autant? C'est problématique, ça, Et en décembre 1906, donc vous voyez bien à ce moment-là, tout au moment d'un débat important qui se déroule essentiellement en allemand et en Allemagne. La France, je dirais, est un épiphénomène dans cette opération-là, car la France est encore très marquée par cette tendance qu'on peut qualifier d'israélite. Mais Jules Adler est traité par Gerson Koutna un article monographique dans cette revue Ost und West, en décembre 1906. Retenez un peu la date parce que je vais beaucoup tourner autour de cette date. Voici le genre d'article que l'on fait pour, par exemple, un artiste alors qui est sioniste, qui va même partir en Israël pour enseigner à l'école Betzalel, qui est Ephraim Lilien. Très, très grand artiste art nouveau, donc, d'Europe centrale, qui va s'engager véritablement dans le sionisme. Là, je dirais, il n'y a pas d'équivoque. Vous voyez bien les images qu'il représente, ce sont je dirais presque les icônes du sionisme. Les barbelés, le vieillard qui doit donner naissance à un nouveau juif, à un jeune, dans une terre retrouvée. Donc toute cette idéologie-là, vous ne la trouvez évidemment pas chez Jules Adler. Alors voici l'article de Jules Adler. Vous excuserez, j'ai quelques mauvaises photocopies. Alors là, je me suis dit, je vais quand même mettre le tableau des Haller, le vrai tableau plutôt que la mauvaise photocopie, car je n'ai pas pu récupérer les photos des originaux de ces articles. Alors, évidemment, problème. Comme pour l'article, je vous fais grâce de l'article sur Pissarro, mais problème. Comment, dans une revue sioniste, on va parler d'artistes français. Alors, Gerson Koutna connaît bien le milieu français. Il a fait plusieurs articles sur des artistes français. Mais il y a une démarche que je qualifie en haut d'annexionniste, d'une certaine manière. Car on va un peu
je dirais, pousser la mise en valeur de ces artistes juifs, indéniablement d'identité, pour en faire des supports et pour les présenter dans des expositions sionistes qui vont consister à dire, regardez le très grand nombre d'artistes juifs qui existent en Europe et aux États-Unis, hein, parce qu'il y avait par exemple le sculpteur Ézéchiel tout à l'heure, et donc ces artistes-là, bon, ils ne font peut-être pas des thèmes juifs, mais ils sont juifs. Et certains vont franchir le pas, en quelque sorte, de l'engagement sioniste. Donc, je ne voudrais pas employer l'expression que j'ai notée tout à l'heure d'art sioniste, parce qu'elle est complexe, mais ce serait presque l'équivalent de art israélite, si vous voulez, c'est-à-dire une manière désormais différente de vivre son identité juive dans un engagement qui touche, bien sûr, aussi à la restauration de l'État d'Israël. Alors, je cite, vous l'avez repris dans l'exposition, évidemment, le seul passage où tout d'un coup Koutna affronte la question, parce qu'il nous a présenté les mineurs, les humbles, toute la thématique habituelle, la vie bien sûr de l'artiste, Jules Adler, et puis à la fin, à l'extrême fin de l'article, il y a ce passage, alors que là j'ai retraduit, mais je crois que vous l'avez mieux traduit dans l'expo, hein, Jules Adler est encore jeune, pourtant sa passion est si mature et son regard sur la vie si plein de sérieux, s'il doit cela à sa gloire, il le doit aussi au judaïsme. Et là, le mot est lâché. Il n'y a pas une seule allusion, évidemment, auparavant, à la question du judaïsme dans la présentation de son œuvre, puisqu'il n'y a pas de thème juif, vous comprenez ? Et on ne peut même pas arriver à changer l'interprétation d'un tableau pour en faire un thème juif. Ce n'est pas possible. Hein. Vous verrez, ça peut se pratiquer chez d'autres. Et donc, il dit, il le doit aussi au judaïsme dont il est issu, car il dit de lui-même, et là, vous m'aviez même posé la question, mais est-ce qu'on connaît la source de cette phrase, hein ? Il dit de lui-même, là, il n'y a que la parole de Gerson Koutna, je n'ai pas d'autres preuves, mais il le fait parler. Hein. Il dit, donc, je pense souvent qu'il doit exister une sorte de relation que les images de la souffrance sociale m'attirent, tellement parce que je suis juif et que mes pères, durant de nombreuses générations, ont tant souffert. Et là, nous trouvons un thème qui est absolument central dans le sionisme, mais aussi justement dans le développement de ce sionisme culturel, qui est la souffrance commune, la souffrance du peuple juif, l'expérience douloureuse partagée, même si Adler n'a sans doute pas souffert de l'antisémitisme comme un juif polonais qui est en poids à cette époque au pogrom. Mais il y a cette solidarité en quelque sorte, et qu'elle soit affirmée dans ce cadre-là, fait que tout à coup, c'est pas simplement, voyez, une origine juive d'un artiste qui ne s'est pas intéressé au judaïsme. Du coup, j'ai un peu creusé et j'ai quand même trouvé des traces de l'intérêt d'Adler. Cependant, le milieu sioniste, comme je le disais tout à l'heure, est un peu annexionniste, c'est-à-dire qu'il va faire une série d'expositions, je vais vous en présenter deux, une série d'expositions où l'on s'efforce de présenter des artistes juifs pour montrer, si vous voulez, la renaissance juive en quelque sorte, même si les thèmes ne sont pas juifs. Alors, une des grandes expositions fondamentales organisées donc, par les gens de Ost und West, c'est en novembre 1907 à Berlin, où Jules Adler est représenté. Mais là encore, j'ai honte évidemment, vous voyez, Jules Adler auf dem Boulevard, sur le boulevard. Je n'ai pas autre chose à montrer. J'ai interrogé Amélie Lavin si elle pouvait me sauver en dernière minute. Non, on n'a pas d'image. Mais une œuvre d'Adler était présentée à cette exposition. Plusieurs œuvres d'Adler, pardon. Mais on a la trace seulement d'une seule qui était présentée en 1907. Et on y trouvait aussi du Pissarro, bien sûr. Parce que c'est quand même une figure très reconnue de l'art contemporain, une figure d'avant-garde, que les milieux sionistes ont bien envie, évidemment, d'intégrer dans leur corpus, si je puis dire, d'artistes juifs. Alors, la deuxième expo que je vais présenter, je saute un peu dans le temps, mais là c'est intéressant parce que c'est l'Adler des années 20 et 30 qui a certainement aussi réfléchi et je dirais, évolué dans ces perspectives-là. C'est une exposition organisée par Gustav Kahn, dans le cadre de la revue, dans les bureaux de la revue Menorah. Très très belle revue passionnante qu'il dirige, Gustav Kahn, même si nous sommes dans les locaux, je l'ai marqué, de l'association orientale israélite. Ce sont surtout des juifs saloniciens qui œuvrent là et qui sont porteurs. Et là on voit bien d'ailleurs, au passage, petite note de bas de page, la renaissance juive culturelle en France doit énormément à ces milieux sionistes, même si ce sont des groupuscules. Mais
ils doivent beaucoup pour la littérature, la poésie, songez, André Spire et tous ces gens-là gravitent autour de cela. Et Adler est présent dans cette exposition, mais vous allez me dire, il pourrait de nouveau y être à son corps défendant, ne sachant pas très bien, parce que dans certaines expos, les organisateurs n'étaient pas très scrupuleux, puisque je me suis plu évidemment à pointer la présence dans certaines expos d'artistes juifs, d'artistes non juifs, en particulier Tereshkovitch. J'ai interrogé sa fille, parce que j'en arrivais à douter évidemment de l'identité de Tereshkovitch. Or, sa fille m'a dit, mais non, simplement tous ses amis l'étaient, ils ont exposé ensemble. Ce qui est plutôt sympathique au passage. Ce n'est pas une espèce de sectarisme comme ça, mais vous voyez que certains artistes ne savaient sans doute pas qu'ils étaient exposés là. Alors, à Menorah, donc, il y a des artistes très intéressants qui sont présentés, c'est-à-dire des artistes anciens, Pissarro, Adler, des valeurs reconnues, puis de jeunes artistes juifs, alors je dirais plutôt école de Paris, de l'entre-deux-guerres, mais aussi des artistes de Bezalel. Gustave Kahn et ses amis font venir des œuvres d'artistes qui sont produites à Bezalel. Donc vous voyez bien le lien très très fort avec ce milieu sioniste. Alors, pour avancer peut-être dans le temps, parce que le temps passe très vite, je voudrais tout de même vous soumettre, non pas des certitudes, car vous avez compris qu'il y a des points d'interrogation partout dans mon travail, mais une réflexion sur quelques pistes qui font et qui pourrait illustrer peut-être cette phrase que nous avons eue tout à l'heure de Jules Adler, et qui se trouve en plus, je crois, très, très enrichie par tout ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire qu'il n'y a-t-il pas tout de même, dans ce que l'on appelait déjà à l'époque l'humanitarisme, on ne parlait pas toujours d'humanisme, mais d'humanitarisme, c'est un engagement social, un engagement dans la défense des pauvres, des humbles, et n'y a-t-il pas donc une forme d'humanitarisme chez Adler, qui l'a rendu sensible donc au sort des humbles, mais même sur le plan, alors cette fois de la peinture, sur le plan de l'iconographie qu'on a beaucoup étudié ce matin, n'y a-t-il pas des points communs tout à fait intéressants entre justement des représentations qui sont devenues, certains tableaux sont de véritables icônes, évidemment, de l'engagement sioniste et qui est quand même évidemment aussi lié aux exactions commises contre les Juifs d'Europe de l'Est, qui sont obligés de s'enfuir, c'est les grandes migrations, et le tableau de Hirschenberg, Galout, c'est écrit sur le tableau en hébreu Galout. Il a d'autres titres dans d'autres versions parce que c'est un thème qu'il a beaucoup traité. Mais là, je retiens celui-ci, Hirschenberg, qui est aussi parti à Jérusalem, à Bezalel. Donc vous voyez que là, on a affaire à des artistes profondément engagés. Montre évidemment de nouveau le peuple errant, le peuple, si vous voulez, chassé, le peuple qui souffre, le peuple juif qui souffre. Et je suis tout de même frappé par les compositions, par ces effets que vous avez signalés ce matin dans l'iconographie, des foules, que ce soit dans les Las ou en particulier dans la soupe des pauvres. La soupe des pauvres, ils doivent pourtant faire l'attente, mais on a l'impression qu'ils sont quand même en mouvement, qu'ils ne peuvent pas s'arrêter en quelque sorte. Cette espèce de notion du mouvement qui est profondément ancrée dans l'imaginaire de la représentation, donc de l'exil, du pogrom. Alors, attention, je ne surinterprète pas et je ne dis pas Adler a eu connaissance de ces migrations de juifs de Pologne, de la zone de résidence russe et ainsi de suite, et il transpose dans la vision des Las ou des mineurs à Charleroi. Je ne dis pas ça, je me permets d'y insister un peu lourdement parce que, vous savez, avec l'iconographie, on peut des fois tomber dans le travers de surinterprétation. Mais s'il y a une dimension commune sur le plan plastique, dans les compositions, à certains des grands artistes engagés dans les thématiques sionistes, il me semble que c'en est une. Je ne déflorerai peut-être pas trop celle du cheminot, puisqu'on va en reparler, mais il y a là encore évidemment aussi certainement quelque chose de commun dans le traitement de ces images et dans cet intérêt donc pour ce que l'on appelle les humbles en quelque sorte. Alors, l'exemple de comment on peut s'y prendre chez les sionistes pour annexer ou forcer un peu la main à un artiste, je ne l'ai pas trouvé chez Adler. Là, vraiment, ça aurait été très, très difficile et profondément excessif. Mais je l'ai trouvé chez Joseph Israël, et je cite cet artiste parce qu'il a aussi beaucoup de points communs avec Adler. Ces humbles, lui, sont plutôt des pêcheurs.
c'est plutôt des habitants de la Frise, au nord des Pays-Bas. C'est donc un des artistes majeurs de ce qu'on appelle parfois l'école de La Haye. C'est un artiste très important hein, dans ces pays et qui a un rayonnement européen très très important, mais qui s'est en grande partie consacré justement aussi à la peinture des humbles. Chez lui, on trouve quelques scènes juives. Il y a un mariage juif, par exemple. Hein. On pourrait faire une petite expo, mais seulement dans la petite salle en bas, hein, pas en haut, avec quelques tableaux de Joseph Israël sur des thèmes juifs. Ça, vous ne le trouvez pas hein, chez Adler, sauf découvertes, sauf dessins qu'on ne connaisserait pas. Enfin, vous ne les trouvez pas. Chez lui, on les trouve. Et puis, il y a ce tableau qui est même aujourd'hui quasiment une des icônes utilisées donc par les collègues historiens de l'art, en particulier en Israël, comme étant, si vous voulez, ces artistes qui, issus de la diaspora, complètement intégrés dans la culture du pays auquel ils appartiennent. Et je vous rappellerai au passage que Joseph Israël est sollicité, il est vivant, il est sollicité par les sionistes pour exposer à Berlin, justement. Et il répond « Oh mais moi, vous savez, je suis un peintre hollandais ». D'ailleurs, toute sa peinture respire, je dirais, la Hollande. Même, il y a des tableaux chez lui qui sont très très proches de Rembrandt. Enfin, il est complètement dans cet imaginaire hollandais. Mais par ailleurs, il n'a aucune réticence vis-à-vis du sionisme. Et il a des amis artistes juifs, dont Max Liebermann, par exemple. Ils sont très amis tous les deux. On a affaire, si vous voulez, à des artistes de très très de grande renommée, des artistes très très importants, mais qui ne sont pas engagés comme le seront Hirschenberg ou quelques autres. Et c'est intéressant de voir la réaction, si vous voulez, de Joseph Israël, qui est de dire d'abord, il est comme les artistes israélites, je suis hollandais. Bien sûr, je suis juif. Et alors ce tableau, l'homme du vieux peuple, qui porte aussi le titre « Fils du peuple élu », se prête, lui, évidemment, aisément, à une lecture, j'appelle cela une lecture sioniste. C'est une lecture parmi d'autres, bien évidemment, mais il y a une certaine justification. Et quand on voit que Gustav Kahn, grand poète, comme vous le savez par ailleurs, fait un poème entier sur l'homme du vieux peuple, en commentant, en quelque sorte, le tableau de Joseph Israël, voyez comment le sionisme culturel s'empare, en quelque sorte, d'une image. Ça n'est pas faux, il y a toute chance pour que ce pauvre brocanteur, on en a plusieurs versions, plusieurs dessins, hein, soit un juif, hein, du quartier juif de Rotterdam, sans doute, mais le titre qui a été donné, alors avec ces variations, je n'ai pas le temps de les analyser, mais vous voyez bien, l'homme du vieux peuple, fils du peuple élu, là directement il est désigné comme tel, alors que parfois c'est simplement le brocanteur. La lecture donc qui est proposée là, dans la revue Ménora, c'était pour vous montrer un petit peu des éléments de contexte où Jules Adler apparaît, avec évidemment toujours cette... Je me suis plu, pour préparer la communication donc de mon collègue, de vous montrer un cheminot assis dans un sous-bois qui me semble quand même très proche de cette œuvre de Joseph Israël. Alors lui, donc, ces humbles, ce sont d'abord et surtout des pêcheurs, mais on retrouve aussi quelques pêcheurs, justement, mais une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure avec des collègues, les peintres ne vont pas beaucoup dans l'usine, mais ils ne vont pas non plus dans les bateaux. Hein, c'est toujours sur le port où ils écrivent. Voilà, donc gros temps au large, matelote d'étaples est une thématique très très proche de nombreux tableaux de Joseph Israël représentant la femme à la fenêtre, c'est la femme qui attend évidemment le retour du pêcheur, et puis le drame qui s'est produit, puisque là on ramène donc le corps d'un marin, enfin donc toute une thématique, je dirais, sur les souffrances du peuple, sur les métiers difficiles, risqués, comme on les a vus ce matin. Alors le thème du cheminot, je vous dis, je ne le traite pas trop, mais on pourrait construire, je n'en ai pas pris le temps et je n'en ai pas le loisir ici, mais on pourrait construire des ensembles iconographiques et thématiques autour, si vous voulez, de la foule, entre la grève, la soupe, et puis le mouvement donc d'un peuple en exil et tout cela. Il me semble qu'il y a des liens
assez étroit, aussi plastiquement, mais aussi en profondeur. Et puis, le thème des vieillards, le thème donc, du cheminot, le thème des vieillards, qui sont assez communs à de nombreux artistes, car il y a eu même une forme de misérabilisme, indéniablement, dans la peinture, en particulier en Europe centrale et en Allemagne, représentant justement les souffrances du peuple juif. Et c'était devenu presque, si vous voulez, une thématique de l'art juif dans cette période-là que de représenter évidemment la souffrance du peuple juif. Alors, pour conclure, parce que vous me regardez et j'ai bien compris qu'il fallait que je m'achemine rapidement vers la conclusion. Alors, encore une abominable photocopie dont vous m'excuserez, mais que j'ai compensé par la présence d'un autre très beau tableau qu'on a déjà vu longuement ce matin, qui est à Luxeuil, cette version-là, parce qu'il y a visiblement toute une série de versions. Y a-t-il tout de même, donc, trace de Jules Adler dans des associations juives, dans des groupements soutenant le sionisme? J'ai cherché. Alors évidemment, un chercheur, il cherche surtout ce qu'il trouve, ce qu'il cherche, mais pas toujours. Et ça demanderait des dépouillements absolument abominables. Et puis, je me suis confronté à un autre problème, parce que j'ai trouvé plusieurs fois des donateurs, des gens qui avaient donné à telle ou telle instance. Mais Jules Adler, est-il le seul Jules Adler? Il y en a d'autres. Et là, évidemment, comment savoir quand on met 500 francs donnés par Jules Adler à telle cause? Oui, mais si ce n'est pas mon peintre. Donc, je suis très prudent. Je ne vais vous présenter qu'un cas très intéressant, c'est qu'il a participé à une association de soutien à la création d'un musée en Palestine à cette époque. Là, il n'y a pas d'équivoque. Pourquoi? Parce que premièrement, on connaît le tableau qu'il a donné, et puis là, il est cité nommément, parce que beaucoup d'artistes, d'ailleurs plein d'artistes non juifs, ont donné pour ce futur musée de Jérusalem. C'est porté bien évidemment par Menorah, par le milieu sioniste culturel, mais ça n'est pas resté du tout enfermé. De nombreux artistes non juifs ont donné des œuvres, mais il se trouve que Adler en a donné une. Et là, je la laisse méditer évidemment pour mes collègues. Pourquoi a-t-il choisi qui est intitulée dans la revue Menorah Usine, mais dont vous voyez bien évidemment que c'est une version des Hauts Fourneaux de la Providence dont on nous a longuement parlé ce matin. Alors vous allez me dire, la première raison, je les aide un peu, parce que je vais leur poser la question, je les aide un peu, c'est un invendu. Puisque vous avez dit que les œuvres n'avaient pas trop de succès, on refile au musée un invendu. Ce n'est pas très honorable, ça. Mais, parce que vous avez dit que c'était une œuvre importante, magnifique, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas qui va répondre, mais vous allez devoir répondre. Parce qu'il est attesté, donc, qu'en 1922, donc, il y a une exposition à Menorah, encore Menorah, vous voyez, une exposition à Menorah qui présente des œuvres données par des artistes pour le futur musée de Jérusalem. Et là, ça me semble un geste sans équivoque. Il y a bien une sensibilité sioniste chez Jules Adler. Un engagement au même titre que les Hirschenberg, non, certainement pas. Mais il serait donc peut-être plus proche, je dirais, de cette tendance sioniste que finalement de la tendance israélite. Point d'interrogation encore. Je vous remercie. Merci. Donc Bertrand Tillet est également historien de l'art, donc il est professeur à l'université Paris 1. Panthéon-Sorbonne, où il enseigne la culture visuelle et l'histoire des médias. Donc il s'intéresse particulièrement au rapport entre les objets visuels et la politique au XIXe et XXe siècle dans la perspective de l'histoire culturelle et sociale des imaginaires. Alors, il est auteur de très nombreux livres qu'on ne pourra pas tous citer, notamment Les artistes et l'affaire Dreyfus. Et j'en profite pour rattraper un oubli ce matin. J'ai oublié de préciser que dans les nombreuses manifestations autour de l'exposition Jules Adler, il y aurait donc une rencontre le 15 janvier où justement Bertrand Tillet sera invité pour parler donc des artistes face à l'affaire Dreyfus. Donc le 15 janvier à 19h30, ici même à l'auditorium. Il a également donc publié dans la collection Citadelle Masneau L'art au XIXe siècle, un autre ouvrage caricaturesque, c'est bien ça le titre, et encore un, Les artistes et la question sociale. Et sinon, il dirige les éditions de la Sorbonne.
Voilà, donc je lui laisse la parole pour vous présenter donc les cheminots et les errants dans la peinture de Jules Adler. Merci beaucoup. Merci au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de son invitation. Donc, des cheminots et des errants dans la peinture d'Adler, ce sera une façon de répondre pour partie à Dominique Strauss-Kahn, à Dominique Jaracé. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Sur toute une série, je ne sais pas pourquoi, sur toute une série de points qu'il a évoqués dans sa communication, ce qui montre à quel point tu m'as troublé d'ailleurs. Bien, de la fin des années 1890 à la veille de la Grande Guerre, Adler, vous le savez, vous l'avez vu dans l'exposition, a dessiné et peint des personnages de cheminots, de vagabonds, d'ambulants, assis sur des talus ou marchant à travers la campagne, des vagabonds, des ambulants, des cheminots las et abandonnés, ou au contraire très énergiques, chantant avec fougue, ou parfois très énigmatiques. C'est le peuple de la Grande Route que représente ainsi Adler, la Grande Route étant une expression récurrente de l'artiste, une expression largement reprise par son hagiographe Barbedette, dont on a déjà beaucoup parlé depuis ce matin, dans sa monographie de 1938 consacrée à Adler. Cette iconographie des cheminots, qui est un autre terme fréquent dans la bouche du peintre, les cheminots, et dans les titres qu'il donne aussi à ses œuvres, cette iconographie, elle s'inscrit à la flexion des 2 siècles, dans une histoire multiple et dont les pages s'emboîtent plus ou moins. J'insiste sur ce plus ou moins. Il y a d'abord le réalisme à la Courbet, ce réalisme des décennies 1850-1860, où le peintre d'Ornans a élaboré, vous le savez, une série dite du Grand Chemin, qui est peuplé de casseurs de pierres, de paysans revenant de la foire, de mendiants faisant l'aumône, de curés en goguette, d'apôtres et de cheminots. Celui de gauche étant, d'ailleurs, je le précise, conservé au musée des Beaux-Arts de Dole. Sans oublier, évidemment, Courbet lui-même, dans son autoportrait en juif errant de la peinture, accueilli par son mécène Bruyas dans La Rencontre, tableau de 1854. Il y a ensuite le naturalisme de Manet, avec ses figures de mendiants et de chiffonniers de la seconde moitié de la décennie 1860, personnage érigé en philosophe. Adler reprendra d'ailleurs ce terme pour certains de ses portraits d'errants, philosophes qui sont des hommages à Baudelaire, on le sait, et qui, pour ce qui concerne Baudelaire, dans son Peintre de la vie moderne, avait consacré le chiffonnier en héros de la modernité, comme l'a rappelé Antoine Compagnon dans son livre consacré à cette figure du Paris du XIXe siècle. Enfin, il y a, à la fin du siècle, l'iconographie anarchiste telle que la promeut la revue de Jean Grave, Les Temps Nouveaux, pour qui nombre d'artistes acquis à la cause, Pissarro, mais aussi Henriette Moncrosse, représentent des vagabonds, des trimardeurs, signifiant à la fois ce que Grave appelle l'éternel miséreux et la liberté attachée à la condition d'ambulant. Alors sans doute cette figure du cheminot procède-t-elle pour partie chez Adler, de ces diverses fortunes dans lesquelles le peintre tire en quelque sorte des fils par lesquels il tente d'inscrire sa peinture, non seulement dans une histoire de l'art et de la modernité, mais aussi dans une conception politique et sociale de son art, où son républicanisme le préserve, je crois, de toute tentation anarchiste. Cette figure du cheminot appartient aussi plus largement à une œuvre dont ses contemporains ont identifié qu'elle était amplement consacrée donc aux pauvres et aux humbles, aux petits métiers, aux colporteurs, qui appartiennent aux marges du monde économique et social de la Belle Époque. Et Adler expliquera en ce sens, je le cite chez Barbedette, « Une œuvre n'est éternelle que si elle est traversée par quelques frissons d'humanité. Une grande partie de ma carrière s'est donc passée à décrire la foule humaine et anonyme de la Grande Route et des faubourgs. J'ai de magnifiques histoires, simplement humaines, de cheminots rencontrés sur la Grande Route. »
Adler a pour ambition dans sa peinture d'exprimer, il le dit toujours à Barbedette, d'exprimer la vie profonde des hommes. Pour ce faire, il crée ce que son biographe appelle des types inoubliables, c'est-à-dire des travailleurs de toutes sortes. On en a vu un certain nombre depuis ce matin, des ouvriers, des pêcheurs, des petites marchandes, des ambulants, travailleurs de toutes sortes, parmi lesquels figurent aussi donc des vagabonds, des camelots, des maquignons, des cantonniers, formant la communauté de ce que Barbedette appelle tous ceux qui peinent et qui souffrent. C'est ainsi qu'il crée en quelque sorte cette catégorie dans sa monographie de 1938. Et dans ce texte, Barbedette résume en ces termes la situation. Ses goûts, il parle d'Adler, ses goûts profonds l'entraînaient et son instinct commençait à choisir pour lui. Il ne s'intéressait vraiment qu'aux vagabonds, aux besogneux, aux pauvres airs mal ficelés, mal habillés. Pourquoi ? Il n'en savait rien, ignorant presque tout des doctrines politiques ou sociales et ne s'attardant guère aux recherches philosophiques. Mais c'est vers les miséreux, les laborieux, vers l'humanité souffrante que sa nature le poussait impérieusement. Le cheminot, dans son errance même, appartient donc pleinement à cette humanité souffrante dont il est une figure à part entière, peut-être même une sorte d'incarnation par excellence pour Adler. Pour autant, est-ce la seule signification de ces cheminots qui parcourent et qui ponctuent la peinture d'Adler des années 1890 à la décennie 1910? Je ne suis pas sûr que les personnages solitaires peints par Adler au-delà de cette date, c'est-à-dire après 1918, relèvent de la catégorie des errants. Mais c'est une question sur laquelle on pourra revenir. Barbedette, auquel on se réfère beaucoup parce que son petit livre est la seule référence d'importance en fait consacrée à l'artiste qu'il a longuement fréquenté, dont il a recueilli la parole pour la transcrire. Barbedette rapporte ce propos d'Adler sur son cheminot, dont le titre complet est Cheminot, la chanson de la Grande Route, qui date de 1908 et qui est conservée au musée d'Orsay. Et voici ce que Barbedette rapporte. Il fait parler Adler. Quand je raconte, en mon langage d'artiste, le cheminot qui chante de toute sa force la joie de la grande route, quand je décris les paysages, les pêcheurs, les ouvriers des faubourgs, les joies du peuple, ce n'est qu'une sorte d'autobiographie. Le cheminot serait donc moins un autoportrait qu'une autobiographie de l'artiste. Et cette conception de sa peinture dite des pauvres, des humbles et des hérités, comme une autobiographie incessante, à travers laquelle l'artiste s'exprimerait malgré soi dans son œuvre, eh bien, cette conception de sa peinture, elle est un point de vue constant d'Adler si on met en perspective les unes des autres ces déclarations telles que Barbedette les rapporte. D'où une question, que disent au fond les cheminots de la vie, de la personnalité et des idées d'Adler ? À la suite du propos d'Adler rapporté par Barbedette que je viens de vous lire sur la dimension autobiographique de son cheminot de 1908, le peintre ajoute ceci. C'est le pays qui chante en moi. C'est le pays qui chante en moi. Évidemment, quand on lit cette phrase prêtée par Barbedette à Adler, pour peu que Adler l'ait prononcée, mais pourquoi ne pas faire confiance à Barbedette, on pense à d'autres mots très fameux, d'un voisin en quelque sorte, le franc-comtois Courbet, que j'ai déjà évoqué, qui dit ceci, une phrase quasi fondatrice, j'ai un pays et je le peins, qui est la phrase à l'aune de laquelle Courbet a construit une grande partie de son œuvre, et qui sont devenus une sorte d'aphorisme de Courbet. Eh bien, ces mots de Courbet résonnent évidemment, je crois, dans cette déclaration d'Adler, qui touche aussi au pays comme province, au sens le plus ancien régime, en quelque sorte, qui soit, alors le pays comme province et le pays comme pays natal, évidemment. Alors on retrouve cette association du cheminot et du pays natal, ici la Haute-Saône, dans un témoignage assez long d'Adler, toujours rapporté par Barbedette, toujours à propos de ce même tableau, le cheminot, où le peintre explique la genèse de son tableau. La citation est un peu longue, mais je crois qu'il vaut le coup qu'on s'y arrête. J'avais rencontré dans Paris, le long du canal Saint-Martin, une sorte de débardeur romantique, sale et magnifique. Il devint mon modèle. J'en fis de nombreux dessins, sans trouver l'endroit où le paysage pouvait convenir à sa nature si spéciale.
Puis enfin, je décidai de le faire passer sur la grande route en chantant. Pendant tout un hiver, je composais ou j'évoquais plutôt de toutes pièces un paysage. Le problème se trouva à peu près résolu. J'avais essayé d'exprimer l'accord, ou plutôt le rapport, entre la gaieté de l'homme et celle du paysage. Voici que l'été, je revins au pays. Vous connaissez tous la joie du retour. Lentement, le paysage devient plus familier. On est chez soi. Voilà donc, aux surprises admirables, que m'apparaît tout à coup, textuel, précis, formel, le paysage exact de mon tableau. Ainsi, ce paysage que j'avais inventé, ou que je croyais avoir inventé, m'était révélé. C'était une image qui, sans que je l'aie voulu, s'était autrefois enregistrée dans l'une des cases de mon cerveau. Cette case oubliée, fermée depuis si longtemps, s'était rouverte et m'avait apporté, au moment où j'en avais besoin, cette vieille image du pays. En 1933, dans le discours d'inauguration du musée que Luxeuil, sa ville natale, donc lui dédie, Adler revient une fois encore sur cette importance du pays natal dans sa peinture et où il situe ses cheminots. Il se demande, dans ce discours, si, je le cite, vers la fin de ma vie d'artiste, ce sont ces mots, il se demande à travers ces mots, s'il accédera à la connaissance de ce qu'il appelle les raisons mystérieuses de mon inspiration, et pourquoi il est, dit-il, aussi profondément modelé par le sol, l'air et l'atmosphère d'un pays, avant d'admettre quoi ? Eh bien, avant d'admettre, inconsciemment, je suis une expression de tout cela. La célébration et la reconnaissance officielle qui servent de contexte, évidemment, à la prononciation de ces mots dans un discours d'inauguration invitent sans doute à une forme d'introspection, mais ces constats et ces interrogations sont au fond bien intérieurs à ces circonstances honorifiques. Ainsi, dès son séjour à Charleroi et ses environs, et je vais donc là apporter un début de réponse, cher Dominique, en 1901-1902, Adler s'était demandé pourquoi ce pays minier qu'il désirait tant peindre, qui est l'image où, enfin là c'est Sinave où on le voit en train donc de peindre le pays minier. Pourquoi cette image, ce pays minier, répondait à ses plus intimes et à ses plus vives aspirations, alors même que ni son enfance comtoise, ni sa vie parisienne, en quelque sorte, ne l'y prédisposaient. En quittant le Pays Noir, il avait même éprouvé, il le confie à Barbedette, l'impression, je cite, d'y laisser une partie de son âme et de s'arracher à une vie profonde. Donc interloqué par la puissance de ce sentiment, et alors qu'aucune autre région ne l'avait, assurait-il, davantage remué que celle-ci, il s'était demandé « Qui sait de quel atavisme nous sommes faits ?» Bon, je réponds à ta question sur les invendus et la petite épicerie. Ici, Barbedette prend soin de préciser qu'il s'agit de sa propre expression. Et il utilise bien ce terme, la propre expression d'Adler. De qui sait de quel atavisme nous sommes faits. On comprend donc que le rapport d'Adler au paysage qu'il peint est toujours pensé comme étant en quelque sorte autobiographique, soit que ceci résonne de sa vie passée et de ses souvenirs en Franche-Comté, et c'est la motivation de sa visite de l'Amsterdam juif de Rembrandt, où il veut, dit-il, connaître le milieu où vécut l'artiste pour le comprendre, le vieux quartier juif où tout est resté pareil, où tout le racontait encore avec des personnages éternels que l'on retrouve dans ses tableaux, ce sont les mots de Barbedette, soit que ces paysages évoquent une existence mentale ou psychologique non directement vécue, mais constituée en héritage et dont il serait le porteur par ses origines, ce que Adler appelle donc l'atavisme. Le pays et ses paysages sont donc les lieux où s'exprime toujours cette autobiographie et en leur sein, la grande route avec ses cheminots et ses errants. Ce que je voudrais interroger maintenant, c'est ce rapport. C'est le mot d'Adler à Barbelette. Il parle d'abord d'un accord, puis il parle d'un rapport entre, d'un côté, des personnages que caractérisent les marges, la marche, l'errance, et de l'autre, la grande route comme lieu qui, par sa fonction même, est évidemment un lieu transitoire. Car ce rapport est paradoxal, consistant à vouloir malgré tout fixer des vagabonds dans des espaces qui sont ceux du cheminement, de l'ambulation et de l'errance.
Les tableaux de cheminot d'Adler sont contemporains des recherches médicales de Charcot et d'un de ses élèves, Henri Meige, sur les névropathes voyageurs, qui appartiennent à la hantise sociale que suscitent les vagabonds dans la société de la fin du XIXe siècle, comme l'a montré Jean-François Vagnard dans un livre passionnant, Le vagabond à la fin du XIXe siècle, paru chez Belin en 1999. Mais chez les deux médecins que sont Charcot et Meige, le vagabondage se trouve condensé dans une forme d'hystérie pathologique incarnée dans la figure, je cite le titre du livre, enfin de la thèse de Meige, condensée dans la figure du juif errant de la Salpêtrière, pour citer donc ce volume soutenu, enfin tiré d'une thèse de médecine soutenue en 1893. Dès 1889, dans l'une de ses leçons du mardi, l'une de ses fameuses leçons du mardi, Charcot a présenté à son auditoire, je cite, un nommé Klein, israélite hongrois, âgé de 23 ans, qu'il désigne comme, je cite à nouveau, un véritable descendant d'Achvérus ou Cartaphilus. Dans la foulée, il précise ceci. Le fait est qu'à l'exemple des névropathes voyageurs, il est mu, on parle donc de ce nommé Klein, il est mu constamment par un besoin irrésistible de se déplacer, de voyager sans pouvoir se fixer nulle part. C'est ainsi que depuis 3 ans, il ne cesse de parcourir l'Europe à la recherche de la fortune qu'il n'a pas encore rencontrée. Alors dans les pas de son maître, dans les pas de Charcot, le disciple Meige a étudié une sorte de cohorte, comme on dit en médecine, de plusieurs exemples analogues parmi les Israélites cosmopolites qui viennent faire halte à la Salpêtrière. C'est la manière dont Meige définit les patients qu'il observe dans sa pratique et auxquels il va consacrer sa thèse en 1893, qu'il définit toujours dans le même ouvrage comme des Israélites névropathes pérégrinant de par le monde. Or, Meige défend que, je cite, le juif errant des estampes anciennes est un vrai juif errant. Un vrai juif errant. Et c'est le juif errant de la Salpêtrière, dit-il. Et il entend ainsi, je le cite encore, faire reconnaître que le juif errant de la légende et le juif errant des cliniques ne sont qu'un seul et même type, un névropathe voyageur, pérégrinant sans cesse, apparaissant aujourd'hui, disparaissant demain, suivi bientôt d'un autre qui lui ressemble en tout point. Et il parvient ainsi à cette conclusion, que je vous donne à lire. Le juif errant existe donc aujourd'hui c'est en 1893, il existe sous la forme qu'il avait prise au siècle passé. Sa figure, son costume, ses manières conservent les mêmes caractères à travers les âges. C'est que ce mystérieux juif, voyageur est un malade atteint de pathologie nerveuse. Si l'ouvrage du docteur Meige n'est pas un livre délibérément antisémite, il est flagrant que ses conclusions sont sans ambiguïté puisqu'elles visent à faire de l'errance décrétée pathologique ce que Marcello Massenzio a qualifié de qualité consubstantielle au peuple d'Israël dans le très beau livre qu'il a publié en 2006 à l'Échoppe qui s'appelle « La Passion selon le Juif errant », par une sorte de correspondance donc que Meige établit entre le Juif errant du mythe et le Juif errant des cliniques. De la sorte, Meige essentialise l'impulsion voyageuse qu'il prête aux Juifs dans une réalité médicale fondée sur une légende qu'elle recharge en lui donnant la caution de la science pour en faire un invariant de ce qu'il appelle la race juive. Il note ainsi, je le cite, « C'est une chose remarquable que la grande fréquence des maladies nerveuses dans la race juive. Chez elle, qu'il s'agisse d'épilepsie, d'hystérie, de neurasthénie ou des maladies mentales, la proportion est toujours considérable. » Alors évidemment, sans surprise, les travaux du docteur Meige seront très bien reçus par Édouard Drumont, qui consacre à la parution de sa thèse un article de La Libre Parole, parce que la figure légendaire, populaire du juif errant, d'invention chrétienne, comme on le sait,
dont la fortune a été revivifiée par la littérature et l'imagerie au XIXe siècle, il y avait eu une très belle exposition il y a quelques années dans ce musée, trouve ici une explication qui est soudainement présentée comme scientifique. Comme l'a souligné Pierre Birnbaum, les observations cliniques de Meige s'inscrivent donc dans la vivacité des préjugés antisémites du Paris fin de siècle, dont elles procèdent de manière flagrante. D'ailleurs, les considérations du médecin Meige sur le juif errant de la Salpêtrière entrent en résonance manifeste, aussi bien avec l'iconographie antisémite de la fin du XIXe siècle, autour de l'affaire Dreyfus, comme le montrent par exemple les dessins de Forain et Carandache dans le journal qu'ils animent, Psite, à ce moment-là, où abondent les juifs chiffonniers, voyageurs, passeurs de frontières, avec leurs visages barbus, leurs vêtements usés, leurs baluchons sur le dos. Donc aussi bien avec cette iconographie antisémite de la fin du XIXe siècle qu'avec le lexique des pamphlétaires contemporains, Drummond évidemment, mais aussi par exemple Jules Souris, où le juif errant est toujours une obsession en filigrane, servant à montrer l'impossible assimilation dont on accuse les juifs et servant à traduire l'inquiétante menace qu'ils sont censés représenter pour toute nation les accueillant. Alors pour clore ce détour, j'ajoute que la thèse de Meige est illustrée d'une photographie d'Albert Londres, qui est le photographe attitré de la Salpêtrière, qui est le photographe qui a aussi photographié les hystériques de Charcot. Photographie d'Albert Londres qui vise à inscrire ce juif errant de la Salpêtrière dans la tradition iconographique du juif errant. Il s'agit d'un mendiant, vous le voyez, d'un mendiant en guenilles, qui pourrait servir ou avoir servi, en quelque sorte, de modèle aux cheminots, parfois crasseux et magnifiques, pour reprendre les mots d'Adler, si, évidemment, la légende de l'image d'Albert Londres ne le désignait pas comme israélite névropathe voyageur, c'est le titre de l'image de Meige, et s'il n'était pas inscrit, comme on le voit sur la photo centrale, dans un espace abstrait, presque hors de tout espace physique représenté. Si je convoque cette photographie d'Albert Londres, où le modèle joue en quelque sorte un rôle en actualisant contre son gré le vieux mythe du juif errant, c'est parce qu'elle est en quelque sorte, point par point, le revers des représentations d'errants d'Adler, qui inscrit ces cheminots dans un espace physique et dans une géographie. Comme on l'a vu, cette géographie physique, c'est celle du pays, c'est-à-dire le sien, celui d'Adler, la Haute-Saône. Alors pour conclure, je voudrais qu'on s'entende bien. Je ne veux pas dire que, et ce sera mon point d'accord, désaccord, en quelque sorte, en fait j'en sais rien, avec Dominique Jaracé, je ne veux pas dire que les cheminots et vagabonds peints par Adler sont des juifs errants, auxquels ils emprunteraient une forme de littéralité, surtout chez un artiste dont on sait, tu l'as rappelé, qu'il n'a pas peint, en quelque sorte, la vie juive, à la différence, peut-être pas des artistes que tu as montrés, mais je pense à un autre, moi, qui est Alphonse Lévy, qui s'est beaucoup occupé à représenter la ruralité du judaïsme alsacien, le judaïsme alsacien dans sa ruralité. Mais je formule ici une hypothèse, en guise de conclusion. Dans le contexte de fort antisémitisme de la fin du XIXe siècle et de début du XXe siècle, que caractérise le moment intense de l'affaire Dreyfus, les cheminots d'Adler, le premier d'entre eux date précisément de 1898, il ne faut pas non plus surinterpréter la date, mais elle compte quand même, c'est le moment où l'affaire éclate d'un point de vue médiatique et où elle prend toute son ampleur dans l'opinion publique, en déclenchant les passions que l'on sait. Les cheminots d'Adler, s'ils sont autobiographiques, comme j'ai essayé de le montrer, est-ce qu'ils ne constitueraient pas pour l'artiste
qui, selon Barbedette, que je cite une dernière fois, n'a jamais rougi de son origine israélite et qui s'est engagé pour Dreyfus, un espace de l'exposition le montre, on peut se demander si ces cheminots ne constitueraient pas une sorte de réponse aux préjugés et aux obsessions antisémites de son temps. En inscrivant ces cheminots pleinement dans le paysage rural français et dans la peinture de paysage qui fonctionne, quoi qu'on en pense, dans la perspective d'une tradition d'affirmation nationale, Adler ne prend-il pas le contre-pied de Meige, Drummond et consorts en montrant que l'errance n'est pas exclusivement attachée à la condition du peuple juif, mais qu'elle est aussi attachée à la condition sociale. Merci.